Très heureux de vous recevoir à Radio J dans Affaires publiques. Je ne vous présente pas, mais enfin si quand même, on va le faire parce qu'il faut bien redire vos titres actuels. Vous êtes députée européenne, membre du comité exécutif de La République En Marche. Vous avez été chargé donc très récemment par Jean-Michel Blanquer ainsi que par Clément Beaune de mettre au point et de rédiger un rapport sur le renforcement de la dimension européenne de notre système éducatif par la mobilité des enseignants ainsi que des élèves. On va en parler dans un instant. Et je rappelle aussi, bien sûr, pour nos auditeurs, que vous avez longtemps été la directrice générale de l'Alliance israélite universelle, comme quoi l'AIU mène à tout. Inès Sugal, d'abord, vous allez bien? Je vais très bien et c'est vrai que mon engagement est en droite ligne de celui qui était le mien à l'AIU, qui est une grande maison républicaine et très attachée à l'excellence en matière d'éducation. Alors, on va y venir justement à l'éducation, parce que c'est vraiment le domaine, depuis que vous êtes députée européenne, notamment, que vous avez beaucoup creusé. Vous en êtes devenue d'ailleurs au Parlement européen une des spécialistes éminentes. Mais avant tout, est-ce que vous avez le sentiment que 4 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, le compte y est en matière de respect des principes républicains, d'affirmation des principes républicains? Est-ce que vous êtes heureuse, vous, personnellement? Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette majorité? Alors, je suis très à l'aise dans cette majorité parce que d'abord, la période est difficile, donc c'est un combat. Mais je me sens parfaitement alignée avec les engagements du président de la République. Alors concernant d'abord l'Europe, justement on en parlait, c'est un président qui a porté l'Europe. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on serait dans une Europe aussi pérenne s'il n'y avait pas Emmanuel Macron. Tout à fait, On sait combien cette Europe, elle tient sur ce couple franco-allemand fondateur, tout à fait. et on sait combien ce moment de la pandémie a été un moment à la fois difficile, mais comme le disait Jean Monnet, l'Europe se construit dans les crises et sera la somme ajoutée des solutions apportées à ces crises. Vous dites, comme le président de la République, Ilana Sicurel, ce matin, vous dites ce que nous a appris, entre autres, la crise du Covid, la fragilisation des systèmes de santé, la nécessité du retour de l'État, c'est Renew Europe plus que jamais, rénover l'Europe, refonder l'Europe plus que jamais. Oui, je crois d'abord que l'Europe, par définition, se redéfinit sans arrêt. Sinon, elle va forcément vers une forme de déclin. Cet attachement à l'Europe, je crois que la pandémie l'a encore renforcé chez les Français. Moi, je prévois une campagne présidentielle très européenne. Très Mhm. européenne. Je sens les Français dans un état d'esprit où ils ont compris, je crois, la force de l'Europe. Et si on essaye de le décliner très simplement, il y a d'abord, en fait, l'Europe de la santé. Il faut savoir que l'Europe de la santé n'existait pas. Et ce qui a manqué, ce n'est pas trop d'Europe, ce n'est c'est qu'il n'y avait pas assez d'Europe. C'est-à-dire que, et je crois que les Français s'en sont rendus compte, et moi je le réalise en dialoguant avec nos concitoyens, ils se rendent compte que, en fait, par exemple, dans le domaine de la santé, eh bien, il faut que nous construisions une Europe de la santé, une souveraineté du médicament. Il faut, et en fait, il y a eu des points positifs, puisqu'il y a eu cette acquisition de milliards de doses, bien au-delà de ce dont on avait besoin, et à mon avis, qui nous a permis d'éviter la catastrophe de 27 États membres qui se seraient disputés, mais ça n'a pas du tout été parfait. En revanche, on est en train de construire cette Europe de la santé avec beaucoup je trouve, de résilience. Et je suis en mesure de vous annoncer, mais vous le savez sûrement, Alexis, c'est que nous allons devenir au courant du mois de juillet, l'Europe, la première puissance de production de médicaments. Nous allons atteindre 1 milliard de doses. C'est ce qu'a annoncé Thierry Breton, commissaire en charge du marché intérieur, mais qui est aussi le chef d'orchestre de la task force en matière de médicaments et de doses et de doses de vaccins. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, et nous serons à 2 ou 3 milliards d'ici la fin de l'année. Alors, Ilana Donc Sicurel, l'Europe est là, l'Europe répond. Alors, Ilana Sicurel, c'est vrai que c'est très intéressant de parler avec vous à Radio J ce matin, au fond, de tous les sujets qui font l'actualité. Et c'est d'autant plus intéressant que votre engagement européen, il est connu maintenant d'un certain nombre de Français, mais il est, au fond, la médiatisation de l'Europe, on le sait bien, elle n'est pas très importante dans les médias. Pour X raisons, les journalistes ont intégré une idée, en tout cas toute faite, que le public ne s'intéresserait pas à l'Europe. Vous nous dites, au fond, le contraire ce matin. Je dis tout à fait le contraire, et je dis qu'en fait, c'est aussi à charge pour nous de parler simplement de l'Europe, ce que je vais essayer de faire avec vous, Alexis. Alors justement, donc ça tombe très bien. Un mot encore de politique générale, puisqu'on évoque l'Europe.
il y a un partenariat qui jusqu'à maintenant a assez bien fonctionné, ça c'est vrai, c'est celui d'Emmanuel Macron que nous évoquions et d'Angela Merkel. Est-ce que la perspective d'un retrait, tout au moins, disons, partiel en tout cas, de la vie politique d'Angela Merkel, fragilise à vos yeux cet axe si important pour la vie de l'Europe intégrée, qu'est l'axe franco-allemand? Je crois qu'Angela Merkel s'est toujours caractérisée par une certaine prudence et en même temps une détermination, une fois qu'elle a compris l'enjeu. C'est ce qui s'est passé il y a très exactement un an, dans ce moment absolument historique où Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé tous les deux que pour la première fois de l'histoire de l'Europe, les 27 membres allaient prendre un emprunt ensemble, ce qui est tout à fait historique, parce que ça ne relève pas du budget général de l'Europe. Et ce moment-là était pour moi un moment très fort. Et je crois qu'elle part en léguant quelque part un héritage européen extrêmement puissant. Et donc, je pense que, quelle que soit la personne qui lui succédera, je ne suis pas inquiète pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. Alors justement, on va en parler, c'est très intéressant. Vous êtes donc à la tête de la rédaction d'un rapport, j'imagine, entouré par quelques spécialistes de ces questions pédagogiques et universitaires, pour favoriser la mobilité des enseignants en Europe, mais aussi la mobilité des élèves. Est-ce que justement, ce refaire l'Europe, ce Renew Europe, passe aussi par un plus grand brassage des sociétés, une plus grande dénationalisation des parcours éducatifs? Alors, on a souvent parlé de refaire l'Europe par la culture, par Oui, des citations plus ou moins c'est une authentiques. citation apocryphe de Jean Monnet, Absolument. mais qui est souvent citée par tous ceux, en France notamment, François Mitterrand à l'époque, qui voulaient relancer la dynamique européenne par des grandes actions culturelles communes. Alors, je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de très fort. C'est la montée en puissance de la question éducative en Europe. La question éducative en Europe, en particulier après la pandémie, on s'est rendu compte combien c'était essentiel à la fois l'éducation et la formation. C'est-à-dire qu'on est dans des grandes transitions écologique, transition numérique. Tout cela doit être accompagné par de la formation aussi bien pour les enfants que pour les personnes tout au long de la vie. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est le cœur de mon action en Europe, puisque j'ai un pied dans la commission culture-éducation et un pied dans les affaires sociales. Et ce sont vraiment des enjeux très importants. Parce que c'est ça qui va nous permettre, on est en retard en Europe en matière de formation tout au long de la vie. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est quand on parle d'éducation et d'Europe, on se dit « Ah, on va parler de Jean Monnet, des grandes dates. » Et ça, c'est très important, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus fort ce qui est en train de se passer. C'est de se dire, en fait, moi je suis, vous savez, de celles qui pensent, et de celles et ceux qui pensent que l'Europe, elle est intéressante quand elle nous apporte quelque chose que nous n'aurions pas sans Europe. C'est ce qui s'appelle un peu techniquement la subsidiarité. Absolument. Eh bien, en matière éducative, l'éducation relève de la souveraineté des États. C'est-à-dire que chaque État décide ce qu'il enseigne à ses enfants. Et je crois que c'est très important. Et l'idée n'est pas d'harmoniser nos systèmes éducatifs parce qu'on perdrait cette diversité. Il ne s'agit donc pas de retirer aux États des prérogatives en matière éducative, les prérogatives, on va dire, de souveraineté étatique. Il s'agit simplement de créer des zones de subsidiarité, c'est-à-dire où il y a une mise en commun des compétences, c'est ça? Oui, alors moi j'ai une conviction, c'est que, et je le vois tous les jours parce que je vais énormément dans les écoles, vous savez que j'aime l'école et j'aime les enseignants et j'aime les élèves. Donc aussi souvent que possible, je me déplace. Et je me rends compte que dès lors que vous mettez de la mobilité européenne, c'est-à-dire dès lors qu'un professeur va voir ce qui se passe en Irlande, va voir ce qui se passe en Finlande, va voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. Au Portugal, vous ne pouvez, au Portugal, en Grèce, en Espagne, en Pologne, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Bien sûr. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de se dire, nous avons un système français qui a ses forces et qui a aussi éventuellement ses fragilités. Pourquoi est-ce qu'on se prive de cet échange de bonnes pratiques dans un contexte bienveillant qu'est l'Europe pour se dire, mais non seulement je vais importer toutes les solutions les meilleures, on sait que les Finlandais sont excellents dans ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences psychosociales dont on a mesuré l'importance pendant la pandémie. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de cela? Nous, Français, on est très très bons. Par exemple, on vient de découvrir le dédoublement des classes pour permettre l'acquisition de la lecture dans les petites classes, et c'est quelque chose qui est en train de marcher. Pourquoi ne pas en faire quelque chose qu'on peut offrir comme une solution face à un problème qui est partagé par toute l'Europe? Je peux en témoigner. Donc cette Europe, en fait, des bonnes pratiques échangées, c'est une première force de l'Europe de l'éducation. Et la deuxième force, qui est quelque chose d'encore un peu plus profond, c'est que au-delà des solutions pédagogiques que vous importez, il y a un pas de côté que vous faites quand
vous intégrez ce qu'on appelle en fait une pratique réflexive, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, et on sait bien que le danger pour un enseignant, c'est la routine. Eh bien, dès lors que vous introduisez cette curiosité, cette manière d'être en contact avec d'autres, d'observer comment ça se passe ailleurs, quand vous revenez dans votre pays, tout est différent. Vous vous renouvelez, vous vous questionnez. Et on sait bien que ça, moi j'en suis absolument convaincue, c'est quelque chose qui peut faire bouger les lignes en France. Et j'ajouterai encore un dernier point, et j'en aurai fini, c'est que je constate qu'il y a aussi une dimension sociale. Il y a souvent, vous savez, dans la mobilité physique et le lien à la mondialisation, à la mobilité européenne, on l'a souvent associé en fait à l'élite. On le sait d'ailleurs, au niveau d'Erasmus, qui est une grande réussite de l'Europe, c'est souvent les meilleurs étudiants qui partent. Voilà, et c'est souvent des enfants ou des fils, des filles de CSP+, de profession libérale, etc. Voilà. Donc l'un de mes combats à l'Europe, c'est de faire en sorte que les apprentis, c'est prévu, mais partent en grand nombre. Et je les rencontre, des apprentis, des lycéens professionnels. C'est eux que nous devons viser de manière prioritaire. Parce que c'est ceux qui peuvent avoir parfois le plus de réticence. C'est ceux qui ont le moins la culture de la mobilité. Et c'est ceux qui en reviennent avec vraiment des yeux pleins d'étincelles parce qu'on a cru en eux. On a, peut-être pour la première fois, on a parié sur eux en disant « j'investis ». Erasmus, on investit dans la jeunesse. Et quand ils partent, ils reviennent et ils ont une capacité d'adaptation, une capacité de comprendre les enjeux et surtout une confiance en eux qui est redoublée. Et donc ça, j'y crois énormément et c'est la même chose pour ce que nous allons mettre dans les écoles à travers ces programmes d'échange, surtout dans les quartiers populaires, dans les quartiers ruraux, chez tous ces jeunes qui ne s'autorisent pas la mobilité. Eh bien, à mon avis, on a là une pépite extraordinaire pour faire tomber les murs des inégalités sociales. Et c'est au cœur du rapport donc, que vous ont confié Jean-Michel Blanquer et Clément Beaune. Ils ont évidemment ça à l'idée, on peut le supposer en vous faisant écrire ce rapport. Je rappelle donc en 2017, le candidat de l'époque, Emmanuel Macron, que vous connaissez bien, faisait une double promesse en matière éducative. Renouer avec les fondamentaux de l'école de la République. Ça avait plu d'ailleurs à des intellectuels comme Alain Finkielkraut, qui sont vraiment des défenseurs de cette laïque, de l'école laïque que Jaurès célébrait, avec les fondamentaux de la République, mais permettre aussi plus de mobilité sociale, que le système éducatif soit un accélérateur de mobilité sociale. Très sincèrement, 4 ans après, on y est arrivé, en dépit de tous les efforts qui sont faits? Je crois que l'avancée absolument révolutionnaire que constituent les dédoublements de classes. C'est-à-dire, pour être tout à fait clair, au lieu d'être 24, c'est 12 élèves dans les quartiers prioritaires de la ville, en grande section de maternelle, CP et CE1. C'est absolument révolutionnaire. Aucun pays ne l'a fait à cette échelle. Et on touche 300 000 enfants de la même classe d'âge. Donc c'est énorme. Vous savez, l'une des raisons de mon engagement personnel, c'est la sensibilité d'Emmanuel Macron en matière éducative. Et en particulier ce constat qu'il faisait dans Révolution, le livre qui m'a convaincue d'essayer de l'aider, et aujourd'hui je suis heureuse de continuer à le faire, c'est le constat que vous avez 20%, on est en train évidemment d'essayer d'améliorer ce chiffre, 20% des jeunes, de nos jeunes qui quittent le CM2 ne savent pas lire, écrire, compter convenablement. Ça, c'était son constat, donc au moment de la campagne, c'est-à-dire début 2017. Donc voilà une réponse très concrète. Et vous pensez que 4 ans et demi presque après, 4 ans et demi après 4 ans d'exercice du pouvoir, la majorité présidentielle a réussi à faire reculer un petit peu cette réalité-là? Je crois en tout cas qu'en matière éducative, Jean-Michel Blanquer a porté avec beaucoup de force. Il y a énormément, je pourrais vous citer d'autres choses, devoirs faits, il y a tout un ensemble de choses. Mais cette détermination, puisqu'on parle d'éducation, il y a évidemment d'autres... Je pourrais parler aussi de la formation, parce qu'il y a un budget sans précédent sur la formation. Il y a une explosion de l'apprentissage. En pleine pandémie, on est arrivé à un chiffre record sur l'apprentissage, plus de 500 000 apprentis. Quand même, c'était assez extraordinaire en pleine pandémie d'arriver à battre son propre record. C'est-à-dire en finir avec cette idée qu'il y a les études académiques et puis il y a l'apprentissage qu'on doit regarder de haut. L'apprentissage conduit à l'emploi, il doit être respecté comme une voie d'excellence. C'est un autre exemple. Mais le dédoublement, c'est quelque chose, on commence à en voir les premiers résultats. Heureusement qu'on a été en dédoublement pendant la pandémie, parce que sinon, ça aurait été une vraie catastrophe. Le fait que nous ayons gardé aussi les écoles ouvertes a été un grand courage politique qu'a montré à la fois le président et Jean-Michel Blanquer, qui a été
très, très moteur dans ces décisions qui étaient courageuses. Aujourd'hui, on peut dire que nos enfants n'ont pas vécu une année scolaire normale, mais en gros, elle est la plus normale possible dans ce contexte, et c'est quasiment le seul pays qui a réussi à maintenir ouvertes ses écoles. Pour faire échec, disait Jean-Michel Blanquer, aux fractures scolaires. Alors, oui, donc c'est ça, vous comprenez. Voilà, donc c'est voilà. un ensemble de choses qui font que oui, nous sommes mobilisés en manière d'éducation sur ce combat contre les inégalités de destin, et nous sommes fidèles à cette promesse. Vous dire que d'un coup de baguette magique, les résultats seront là, non, parce qu'il faut attendre un peu. Mais vous savez ce qui a fait que les gouvernements précédents n'ont pas pris ces décisions, c'est parce qu'il faut du courage politique pour être dans le long terme. Parce que quand vous mettez la petite graine en CP, CE1, c'est 10 ans, 12 ans après que vous avez les résultats, il n'y a pas beaucoup de personnes politiques capables de faire cet investissement sur le long terme. Je suis fière de soutenir cette majorité. Car vous avez raison, le court-termisme, malheureusement, dévore la vie politique. Et vous avez raison, d'ailleurs, de souligner le fait que Macron lui-même essaye d'y échapper, en tout cas dans certains domaines qui lui tiennent à cœur. C'est absolument incontestable. Alors, il y a plein de sujets qu'il faut qu'on évoque ce matin. C'est une chance de vous avoir à Radio J. Nos auditeurs vous connaissent, bien sûr, ils connaissent aussi la fidélité de vos engagements aux causes juives, puisque vous avez été la directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Vous avez été choqué, vous, de la manière dont les médias français, mainstream, ont traité de la dernière guerre qui a opposé Israël et le Hamas. Écoutez, j'ai d'abord envie de, si je puis me permettre, Alexis, de corriger l'idée de cause juive. Parce que moi, quand je défends Israël, c'est une cause universelle que je défends. C'est-à-dire que je crois très profondément qu'Israël est une démocratie, qu'Israël, dans le combat justement contre le Hamas, a été au cœur de ce qui, en réalité, préoccupe toutes les démocraties, c'est-à-dire la lutte contre la radicalité et le terrorisme. Alors ça, le président Emmanuel Macron l'a très bien saisi. D'ailleurs, au premier jour du conflit, il a eu une position très, très nette, et qui a d'ailleurs rassuré beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de juifs en France notamment, mais aussi en Israël. Pourquoi ça s'est détérioré après ? Pourquoi il y a eu des prises de parole ? On pense à celle du Premier ministre devant la représentation nationale, qui ont semblé présenter une version très différente des faits et des rapports de force. Oui, je crois que, effectivement, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron a été extrêmement clair dans l'identification du Hamas comme une puissance organisation terroriste. Je rappelle d'ailleurs que l'Europe, et on ne le rappelle pas assez souvent, a été classée comme organisation terroriste, de même que le djihad islamiste, et c'est une chose très importante. Pourquoi terroriste ? Quand vous attaquez les civils intentionnellement, vous rentrez dans le terrorisme. Donc je pense qu'il y a eu une très grande clarté de la position du président de la République. Si vous faites allusion, effectivement, il y a eu 2 prises de parole du Premier ministre, une à l'Assemblée nationale et le lendemain au Sénat. Et il faut faire crédit au Premier ministre que c'est la deuxième qui compte. Or, il y a eu une énorme différence entre la première, qui effectivement a été en décalage par rapport au positionnement du président de la République, la deuxième qui a été parfaitement alignée. Et je crois que maintenant, j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs sur cette antenne, je crois qu'il faut considérer sans aucune inquiétude la position constante du président de la République comme celle de la France. Ilana Sicurel, c'est passionnant de vous avoir ce matin sur Radio J. On va évoquer évidemment le sujet d'actualité de la semaine, puisque nous sommes dans une période d'entre-deux tours, après le premier tour des élections régionales et départementales. Alors, on va le résumer très simplement. Une carte très bleu horizon, très rose pâle, assez peu République En Marche. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, il y a une chose que je note, c'est qu'il n'y a pas du tout eu le succès du Rassemblement national qu'on craignait, sachant que le Rassemblement national, dans le passé, s'est emparé des régionales comme d'un terrain de succès. On le sait. Aux précédentes élections, vous aviez une forte expression de cet électorat. Donc moi, je prends acte de cela, et moi, mon engagement politique étant en partie également lié à cette détermination à faire reculer le Rassemblement national, je considère que c'est une excellente nouvelle. On ne doit pas, puisque c'est effectivement, il y a eu une très forte abstention, considérer que, et on va y revenir, que ce scrutin est un scrutin représentatif. Une photographie fidèle de ce qui va se passer l'année prochaine. Je ne crois pas du tout qu'il annonce ce qu'il va venir plus tard. Néanmoins, alors, on va se parler clairement. On se parle clairement. Les stratèges de la Macronie, que nous connaissons, pour certains, qui sont dans l'ombre pour d'autres, mais qui sont des hommes intelligents, des femmes intelligentes, ont évidemment senti qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, comme d'ailleurs les instituts de sondage. C'était le retour en force d'une droite républicaine modérée, au fond,
et le retour aussi plus insistant, bien plus insistant que prévu, on va dire par la vulgate macronienne depuis 3 ans, du Parti socialiste et au fond des alliances qu'il peut construire autour de lui avec les radicaux de gauche, notamment dans des régions comme celle du Sud-Ouest. Ça, franchement, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les macroniens, non ? Écoutez, je ne vais pas vous dire qu'on est ravis des résultats et que c'est qu'un succès électoral magnifique. D'abord, il y a une très forte abstention. Elle s'explique quand même en grande partie par le contexte. Le contexte pandémique. Déjà, ce sont des élections qui sont mal connues des Français. Ensuite, beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, j'en faisais partie d'ailleurs, mais étaient un petit peu réservés devant l'idée de la tenue de ce scrutin. En même temps, il faut respecter autant qu'on peut le calendrier électoral. Donc c'est fait, il ne faut pas le regretter. Maintenant, il y a énormément d'éléments conjoncturels qui font qu'il est difficile de lire et d'interpréter ce scrutin. Donc ça, c'est déjà une chose, je crois qu'il faut quand même qu'on reste prudent. Et il faut être très prudent. Voilà. C'est-à-dire mais même dans cette manière de dire il ne faut pas céder à la tentation d'en faire une photographie par anticipation de 2022, naturellement. Mais quand même, vous ne pouvez pas non plus passer sous silence ce phénomène qui est celui de la réémergence d'une droite importante dans le territoire, à beaucoup d'endroits, mais aussi d'une gauche importante. Il y a des régions entières où on sait bien que ça va être la gauche qui va gagner. L'Occitanie, naturellement, Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, probablement la Bourgogne, évidemment la Bretagne. Donc, ce n'est pas une carte très macronienne, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, c'est une carte qui a, du fait de la conjoncture notamment, et je ne suis pas en train de faire de la langue de bois pour éviter le truc, mais je crois que c'est une réalité que nécessairement, quand vous n'avez pas de campagne électorale, parce qu'il n'y a pas eu possibilité d'en faire une sérieusement, et que vous avez un scrutin qui est quand même assez illisible par les Français, ils ne connaissent pas bien les enjeux régionaux et départementaux, vous n'avez pas le temps de la nouveauté. Donc en fait, il y a eu une prime au sortant qui est évidente, et vous aviez beaucoup de présidents installés à droite et à beaucoup au PS. Donc en fait, ça a été quelque chose qui a été extrêmement fort dans ce scrutin, parce qu'on aurait pu avoir aussi des mouvements. Non, ce sont les sortants qui ont été réélus fortement, sûrement et probablement par une assise qui avait apprécié leur manière de faire. Maintenant, si on revient à la promesse macronienne, c'est une promesse de dépassement, c'est une promesse qui est nouvelle, qui est un peu révolutionnaire quelque part dans son approche, et ça met du temps. Ça met du temps à s'imposer. Et donc, je crois qu'il y a une vraie sincérité quand nous disons nous aimerions avoir des majorités de projets et au-delà de la couleur du président, si quelqu'un travaille bien, on est prêt à l'aider et à entrer dans sa majorité. C'est un discours qui est sincère, mais qui a eu énormément de mal à prendre dans le contexte qui est le nôtre. Donc ça, par exemple, à PACA, ça a fonctionné. Bon, à PACA, vous avez Renaud Muselier qui a joué le jeu et qui va avoir qui va, je l'espère, être élu, et qui va avoir une majorité derrière lui, une majorité régionale, qui va être faite de cette sensibilité à la fois de droite, d'élus macroniens. Ça va être très intéressant. Voilà l'exemple de ce que nous voulons faire. Maintenant, c'est difficile. Donc, il faut prendre acte du fait que le contexte n'a pas été propice. Et maintenant, comme il faut toujours se remettre en question, parce que ce qu'on peut le mieux remettre en question, c'est soi-même, plutôt que de chercher à l'extérieur toutes sortes de... Cette situation ne va pas se reproduire. Maintenant, il faut toujours se questionner. Quand vous avez un résultat comme celui-là, moi, je crois qu'il faut qu'on revienne collectivement sur nous-mêmes. Et moi, je crois très fortement que la promesse macronienne, c'est la promesse d'un renouvellement, d'une centralité des citoyens. Et donc, moi, je pourrais vous en parler. Oui. On va le dire très clairement. C'est vrai que depuis plusieurs années, sur certains médias, il n'y a pas que CNews. D'ailleurs, on entend cette certitude qu'au fond, il y a une confrontation entre un peuple extrémisé qui veut du populisme, sous toutes ses formes, et des élites mondialisées qui veulent du macronisme. Et si ce n'était pas vrai, et si la France était beaucoup plus plurielle que ça politiquement ? Oui, mais je crois que personne... Et si en fait la France était beaucoup plus centre-gauche et centre-droit qu'on le dit dans ces médias mainstream aujourd'hui ? Écoutez, moi... Vous posez la question, j'imagine, quand même. Non, mais je crois que la polarisation du débat public entre l'extrême droite et une alternative unique n'est pas bonne pour la démocratie. Vous le dites très clairement. N'est pas bonne pour la démocratie. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, ce que je pense, c'est que nous portons en tant que majorité présidentielle un projet politique qui est équilibré et qui est pertinent, et que nous devons
être encore plus clairs dans nos positionnements. Je vous donne l'exemple de la laïcité, vous en parliez tout à l'heure. La laïcité est un engagement extrêmement fort du président de la République, de Jean-Michel Blanquer en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et vous savez, on avait fait le 20 mars 2018 une étude avec l'Institut Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, pardon, qui avait montré que les électeurs d'Emmanuel Macron étaient encore plus attachés à la laïcité que les Français qui sont déjà très attachés à la laïcité. On était à 5 ou 10 points au-dessus. Donc il y a, je crois, une clarification à faire de ce que sont nos engagements. On doit faire un effort de clarté, d'expression et d'explicitation de nos objectifs, et la laïcité, les valeurs républicaines, je pense, seront un grand sujet et de même que notre engagement européen, sont des engagements forts que nous devrons peut-être avec encore plus de clarté exprimer lors de ces présidentielles. Merci beaucoup, chère Ileana Sicurel. C'était un plaisir, c'était vraiment un bonheur de dialoguer avec vous. Merci, toujours un plaisir de vous répondre. Et on a balayé tous les sujets qui comptent pour nos auditeurs. Merci infiniment. Bonne fin de semaine à vous et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.